Nous sommes le 9 juin 2023. Un corps momifié est retrouvé derrière le mur d'un appartement de Torremolinos, cité balnéaire sur la côte sud de l'Espagne à 20 minutes de Malaga. C'est un corps de femme, sur sa poitrine se trouve un bouquet de fleurs et juste à côté, un couteau sur lequel se trouve du sang séché. Ce corps, c'est celui de Sibora Gagani, une jeune femme disparue sans laisser de traces en juillet 2014. Et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter son histoire. Tout d'abord, bienvenue, moi c'est Manaria, j'espère que vous allez bien. De mon côté, on va dire que je suis un petit peu tendue, j'ai pas trop l'habitude de parler à un objectif, ni de me prendre en photo de manière générale. Cette vidéo, c'est la toute première sur ma chaîne et j'espère qu'elle va vous plaire. Sur ma chaîne, on va parler de faits divers, de paranormal et de tout ce qui touche à l'étrange de manière générale. Donc je vous laisse vous installer et on va commencer. Nous allons parler de l'histoire tragique de Sibora Gagani. On va revenir un petit peu en arrière, en 2009. Sibora, d'origine albanaise, a 17 ans. Elle vit avec sa famille en Italie, à Nettuno, un petit port proche de Rome. Grande aux yeux et aux cheveux bruns, elle a le teint hâlé et possède un large sourire. Elle est belle, jeune et pleine de rêves. À cette époque, elle va encore au lycée, elle adore les enfants et désire être enseignante. Mais sa plus grande ambition, c'est de devenir mannequin. Elle fait d'ailleurs déjà quelques photos de mode qui lui rapportent un peu d'argent de poche. Elle participe également à des concours de beauté. Sibora, elle imagine donc son futur sur les podiums, et ses proches disent d'ailleurs d'elle qu'elle est faite pour cela. Ses amis d'enfance avec qui elle passe beaucoup de temps à flâner dans les parcs de Nettuno, et qui lui donnent parfois le surnom de Sibi, la décrivent comme toujours souriante et dotée d'une saine malice. Sibora, c'est un vrai rayon de soleil. Durant son temps libre, elle aime écouter de la musique, danser. À cette époque où tout lui sourit, elle rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse. Marco Gaio Romeo. Il est de nationalité italienne, il est plus âgé qu'elle, à l'époque il a 31 ans. C'est un type très sûr de lui, le crâne rasé, tatoué, super musclé, enfin c'est la caricature de l'italien ténébreux. On sait pas vraiment comment ils se rencontrent, mais ce que l'on sait c'est qu'à l'époque Marco il travaillait chez un glacier à Nettuno, et donc on imagine qu'elle est peut-être venue manger une glace et que leurs regards se sont croisés. Toujours est-il qu'ensemble ils débutent une histoire d'amour, et quelques temps plus tard, Marco propose à Sibora de le suivre et d'aller s'installer ensemble dans le sud de l'Espagne pour y débuter une nouvelle vie. Au départ, elle va pas directement s'installer en Espagne, elle va plutôt commencer par faire les saisons, et donc pour les périodes creuses, elle retourne en Italie. Puis finalement, s'installe de manière définitive en Espagne et vit de petits boulots en tant que barmaid ou serveuse. À côté de cela, Marco et Sibora essayent tant bien que mal de construire leur amour, mais ce n'est pas si simple que ça. Produits stupéfiants, alcool et disputes sont au rendez-vous. Et de toute évidence, Sibora, elle a pas de problème réel d'addiction, c'est plus Marco, en fait, qui a un goût prononcé pour cela. Au fur et à mesure, Marco semble avoir un comportement de plus en plus abusif avec Sibora. Il se montre extrêmement macho, traite Sibora de manière violente, autant physiquement que psychologiquement. De son côté, lui se permet de manquer de respect à Sibora et de la tromper à plusieurs reprises. Mais de son côté, Sibora doit faire plutôt attention à ses fréquentations, même à qui elle va parler de manière générale, car Marco, en fait, il va devenir rapidement extrêmement jaloux et possessif. Tellement possessif qu'il va même lui chercher des ennuis lorsque Sibora, elle va accueillir sa famille en Espagne qui vient lui rendre visite de temps en temps. Elisabetta, la mère de Sibora, rapportera d'ailleurs qu'elle a vu plusieurs scènes de ménage qui ont eu lieu devant elle et durant sa période de présence en Espagne. Elisabetta, très proche de sa fille, est au courant des problèmes que rencontre le couple. Elles communiquent beaucoup ensemble, parfois plusieurs fois par jour, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Sibora lui parle du comportement de Marco, mais pour pas trop inquiéter sa mère, qui devient de plus en plus réticente concernant leur relation qui est quand même assez tumultueuse. Elle le met de lui parler de la violence physique dont elle est victime parfois, et qui s'est installée au fur et à mesure de leur relation. Nous sommes maintenant fin 2013.
Sibora rentre en Italie chez sa mère. Elle annonce de manière enthousiaste qu'elle a quitté Marco et que dorénavant elle est complètement libre. Pourtant, quelques mois plus tard, elle repart avec Marco en Espagne. Et sa famille ne le sait pas encore, mais ce sera la dernière fois qu'ils verront Sibora. En effet, Marco se déplace en Italie pour reconquérir sa belle. Il lui sort le blabla de base, s'excuse, la rassure et lui fait maintes et maintes promesses. Sibora, de toute évidence, elle est pas mal sous emprise et elle accepte de revenir en Espagne. Ses proches la laissent partir de nouveau à Torremolinos avec Marco. Cette fois-ci, Sibora elle décide de prendre un appartement de son côté. Elle veut reconstruire cette relation avec Marco, mais cette fois-ci de manière plus saine avec plus de recul. Elle veut plus de liberté. Elle trouve donc un petit studio rue Hoyo, toujours à Torremolinos, près de la gare routière à 2 pas de son travail actuel. Au départ, leur relation elle se porte mieux. Elle parle même de mariage à ses proches, mais quelques temps après, elle quitte de nouveau Marco, parce que tout recommence. Fin juin 2014, Sibora confie à sa mère Elisabetta que Marco est extrêmement instable et violent. Que si elle veut le quitter, elle va, pour elle, être obligée de disparaître, de déménager, changer de téléphone, sinon elle pense que Marco ne la laissera pas. Le 7 juillet 2014, quelques jours après les confidences qu'elle a faites à sa mère, Sibora ne donne plus aucune nouvelle. Elisabetta se rend compte que le numéro de sa fille n'est plus disponible et que son compte Facebook est fermé. Elisabetta sait que ce n'est pas normal, mais alors elle pense que Sibora est en train de mettre son plan en place et qu'elle va clairement réapparaître rapidement avec un nouveau numéro de téléphone, déménager et rentrer en Italie. Mais quelques jours passent et rien. L'inquiétude d'Elisabetta, elle monte, et jusqu'au 14 juillet, où elle reçoit un appel de Marco. Elisabetta répond au téléphone. Marco demande à Elisabetta si elle a des nouvelles de sa fille Sibora, si elle est bien rentrée en Italie comme Sibora le lui a dit. Elisabetta lui répond par la négative. Marco lui dit que la dernière fois qu'il a eu de ses nouvelles, c'est via WhatsApp, à la date du 7 juillet 2014. Ils se sont disputés, puis plus rien. Il s'inquiète. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose de particulier ce jour-là. Il lui répond et certifie qu'il ne s'est rien passé. Mais ce jour-là, Elisabetta, elle est sûre. Elle pense qu'il s'est passé quelque chose et que sa fille est peut-être en danger. Elisabetta, inquiète, prévient tout de suite les forces de l'ordre, qui ne sont absolument pas au courant de la disparition de Sibora. En fouillant l'appartement de Sibora, la police, elle constate que Sibora n'a pas pris d'affaires. Ils se rendent également dans l'appartement de Marco et retrouvent quelques vêtements et accessoires de beauté appartenant à Sibora. Mais rien de plus, aucune piste. Les collègues et amis de Sibora sont entendus, mais personne n'a d'informations sérieuses à donner. La police va chercher des informations du côté des compagnies aériennes. Ils vont fouiller les réseaux sociaux à la recherche de la moindre miette d'informations, mais ils ne trouveront absolument rien. Elisabetta ne manquera pas de rapporter ce que Sibora lui a confié quelques jours plus tôt concernant les violences subies par Marco, mais par manque de preuves, Marco il sera pas ennuyé et il sera complètement mis hors de cause. Marco, lui, de son côté, il va raconter plusieurs versions différentes qui pourraient expliquer la soi-disant disparition de Sibora. Il va notamment raconter que elle était soi-disant partie en Argentine avec un homme, ou alors qu'elle allait rentrer en Italie pour retourner auprès de ses proches. Mais surtout, en fait, Marco, il dit qu'il est séparé et qu'il n'est pas au courant des faits et des gestes de son ex. Même si apparemment, c'est la dernière personne à avoir vu Sibora en vie. En plus de cela, Sibora est majeure, en pleine séparation, elle est loin de sa famille. Certains pensent simplement qu'elle est partie de son plein gré pour refaire sa vie. La mère de Sibora, elle n'en croit pas un mot. Sa fille lui donnerait des nouvelles. C'est tout simplement impossible qu'elle disparaisse de la sorte. De plus, sans prendre d'affaires, au fond d'elle, Elisabetta, elle est intimement persuadée que Marco y est pour quelque chose. La mère de Sibora se déplacera à plusieurs reprises en Espagne pour se rendre à la police, dans l'espoir que celle-ci continue ses investigations. Elle se rapprochera également d'associations qui viennent en aide aux familles ayant des proches disparus, afin de continuer à faire entendre sa voix. Mais peu à peu, l'affaire va s'évanouir dans l'oubli. Sibora disparaît de la surface de la Terre. Et Marco, lui, va continuer sa vie sans problème, sans être inquiété par la disparition de Sibora. Il va pas prendre de nouvelles de l'affaire, ni auprès des forces de l'ordre, ni auprès de la famille de Sibora. Donc lui, Marco, de son côté, il va continuer à rencontrer des femmes. Il a plusieurs relations et la violence, elle est toujours au rendez-vous. Son comportement abusif l'emmène d'ailleurs à être dénoncé au Viogen. Alors excusez-moi pour la prononciation, quand je dis, j'ai plus l'impression que ça fait allemand. Je sais pas comment ça se prononce, alors ne m'en voulez pas. Toujours est-il que le Viogen, c'est un logiciel espagnol qui a été créé en 2007. C'est un logiciel en fait qui va
répertorier les cas de maltraitance faite aux femmes et qui va prédire les récidives d'agression. Ce logiciel, il va calculer le degré de dangerosité dans lequel vit une femme et ou ses enfants. Si le cas de violence est avéré, la victime de maltraitance est alors fichée dans ce logiciel, mais également le responsable. Des mesures de protection peuvent être mises en place, surveillance policière, mesures d'éloignement, etc. Marco est donc dénoncé 2 fois à ce système par 2 femmes différentes. L'une de ces dénonciations débouchera d'ailleurs sur une mesure d'éloignement. Après l'année 2000, Marco rencontrera Paula, une belle jeune femme brune d'origine italienne. Elle travaille en tant que serveuse au restaurant La Tombola à Torremolinos. Lui travaille aussi à Torremolinos, il est pizzaiolo à l'America, un restaurant-pizzeria qui appartient au propriétaire du restaurant dans lequel travaille Paula. On imagine que c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ils débutent une histoire d'amour et ont ensemble un petit garçon. Paula a déjà 2 enfants d'une précédente union, elle n'a pas eu une vie sentimentale des plus tranquilles avant Marco, violentée par un ex-compagnon, elle aussi est fichée au vieux gun. Le temps passe et entre les amoureux, c'est pas franchement la joie. Marco consomme encore plus de stupéfiants et d'alcool, et de nouveau la violence s'installe. Paula se confie à une de ses collègues sur les violences qu'elle subit. Un jour, elle parle de coups de poing, de coups de pied dans le dos, de sa jalousie excessive et de ses multiples abus de produits. Sa collègue va lui conseiller de dénoncer Marco, sauf que Paula va refuser de peur de perdre la garde de ses enfants. Un beau jour de 2023, après plusieurs scènes de violence et de cris, Paula arrive enfin à quitter Marco. Elle se trouve un petit appartement qui appartient au propriétaire des restaurants dans lesquels elle et Marco travaillent. Cet appartement se trouve être collé au restaurant L'America, là où travaille Marco. Est-ce que c'est une bonne idée ? On peut imaginer qu'elle est du coup à côté d'un endroit où elle est connue et si elle est en danger, être potentiellement protégée. Suite à la séparation du couple et du déménagement, ses collègues vont constater que Paula elle reprend du poil de la bête et qu'elle est extrêmement positive à l'idée de commencer une nouvelle vie de maman célibataire. Elle semble s'être complètement détachée de l'emprise toxique de son ex-compagnon Marco. Elle sort de nouveau sans heurts, reprend sa vie de jeune femme là où elle l'avait laissée il y a un peu plus de 2 ans. Marco de son côté se fait virer du restaurant L'America le samedi 13 mai 2023 pour mauvais comportement et absentéisme répété. Marco se retrouve donc dépossédé de sa vie de famille et maintenant de son travail. Et le drame arrive. Mercredi 17 mai 2023, il est 11h30. Cela fait maintenant environ 2 mois que Paula vit seule dans son nouvel appartement. Le personnel du restaurant entend des cris provenant de l'appartement de Paula, certainement une engueulade de plus. Les voisins et collègues ont l'habitude d'entendre ce genre de choses malgré leur séparation, car Paula reçoit de temps à autre Marco à son domicile, notamment pour l'enfant qu'ils ont en commun. Mais là, les cris prennent une dimension autre. Ils ne sont pas comme d'habitude. Comme vous pouvez le constater, la porte de Paula donne vraiment sur la terrasse de l'America. Les employés du restaurant décident de frapper à la porte. La voix de Marco se fait entendre. Il leur répond que Paula va bien, qu'elle est partie se reposer. Ils essayent d'ouvrir la porte, mais celle-ci est fermée. Ils sentent que quelque chose de grave est en train de se passer. Ils décident alors de retourner au restaurant et d'aller chercher un téléphone pour appeler la police et récupérer les clés de l'appartement de Paula pour ouvrir la porte. Car en effet, le propriétaire des restaurants a le double de la clé de l'appartement. Pendant ce temps, Marco est vu quitter l'appartement de manière totalement nonchalante, calme, comme si de rien n'était. La porte de Paula est finalement ouverte et là, la découverte est abominable. Paula se trouve là, gisant au sol, dans une mare de sang. Paula vient de décéder. Elle n'a alors que 28 ans. Elle va laisser derrière elle 3 enfants. La police qui arrive sur les lieux du drame constate qu'elle a reçu 14 coups de couteau et que ses mains sont également blessées. Preuve qu'elle a essayé de se protéger. Les employés du restaurant donnent immédiatement aux policiers une photo de Marco pour que celle-ci soit diffusée largement avant une éventuelle fuite. Un avis de recherche est diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Marco est retrouvé dans l'après-midi, quelques heures après donc, à 500 mètres du lieu où il a retiré la vie de Paula. Son emplacement a été dénoncé par un riverain qui l'a reconnu grâce à son portrait largement diffusé. Pendant ce temps-là, une amie et ancienne collègue de travail de Sibora Gagani, toujours en contact sur les réseaux sociaux avec Elisabetta, la maman de Sibora, partage l'avis de recherche de Marco sur ses réseaux. Elisabetta tombe dessus et maintenant, elle en est sûre. Marco est forcément coupable de la disparition de sa fille. Elle imagine que la raison c'est parce qu'elle a voulu le quitter. De toute évidence, Marco ne supporte pas qu'on le quitte. Sa violence et son emprise sur ses compagnes lui donnent l'impression de contrôler. Si on lui enlève ce pouvoir et qu'on ne lui donne plus la possibilité de contrôler, la frustration devient telle qu'il peut devenir complètement fou furieux et capable du pire. Il faut savoir que Marco a prémédité son geste. Les policiers ont découvert que Marco a volé sur son lieu de travail, 6 jours auparavant, un couteau de cuisine, celui avec lequel il a tué Paula. Il est donc venu à l'appartement de Paula avec l'intention de la tuer.
Ce n'est absolument pas une scène de ménage qui a mal tourné, même si cela n'aurait pas été moins grave. Ça laisse juste imaginer ce que Marco peut avoir dans la tête, comment il réfléchit. Marco se retrouve donc en détention provisoire, au poste de police. Il aperçoit un avis de recherche au nom de Sibora sur le mur. Il est accompagné par les forces de l'ordre et fait soudainement des aveux, sans présence de son avocat. Il avoue, c'est lui, il a tué Sibora Gagani 9 ans plus tôt. Il dit que s'il ne parle pas aujourd'hui, il sera hanté à vie. Marco raconte aux agents de police qu'il a tué, qu'il a emmuré dans l'appartement qu'il louait à l'époque de la disparition de Sibora, appartement dans lequel elle aussi a vécu avant de prendre son petit studio rue Oyo. Il dit aussi l'avoir recouverte de chaux pour la faire disparaître plus rapidement. Les agents de police n'en reviennent pas. Au vu de ces dires, le dossier de Sibora est réouvert dans la foulée. Quelque temps plus tard, il est présenté au juge, accompagné de son avocat pour que, de nouveau, il avoue ce qu'il a fait à Sibora en 2014. Et malgré sa soi-disant culpabilité, dont il a fait part auparavant, il se rétracte. Il dit avoir tout inventé. Mais la procédure est déjà lancée, il va devoir assumer. Des fouilles du fameux appartement commencent. Les locataires actuels, qui sont là depuis maintenant 7 ans, coopèrent. Ils percent des trous dans les murs pour y installer des caméras, mais ne trouvent rien. Et ça dure comme ça pendant plusieurs jours. Finalement, les agents de police obtiennent une machine à rayon X et découvrent derrière un mur, comme Marco Gaio Romeo l'a déclaré quelques jours plus tôt, une boîte avec ce qui ressemble à un squelette à l'intérieur. Une fois le fameux mur abattu, il y a bien une boîte en bois avec à l'intérieur un sac et de la chaux. Dans ce sac se trouve un corps féminin momifié. Après 9 ans de vide et de questions, on retrouve Sibora. Son corps se trouve juste là. Durant toutes ces années, elle était là. Elle était derrière ce mur et durant tout ce temps, elle a cohabité avec les vivants. Faut quand même imaginer qu'il y avait des locataires et qu'elle était là, juste à côté d'eux. Elisabetta, la mère de Sibora, se déplace en Espagne pour un prélèvement de sang, afin de comparer son ADN à celui des restes humains, retrouvés momifiés et de ce sang retrouvé sur le couteau, et ainsi prouver que c'est bien Sibora que l'on a retrouvé. Car même si on n'a pas vraiment de doute sur l'identité de ce corps retrouvé derrière ce mur, comme indiqué par Marco, cela est indispensable pour l'enquête et les procédures qui vont permettre d'enfermer Marco derrière les barreaux. Les résultats tombent, et c'est bien l'ADN de Sibora. Elisabetta, elle savait que c'était lui. Elle en était sûre. Aujourd'hui, elle est également sûre que Marco, il n'était pas tout seul pour construire ce mur. Elle a dit de lui que c'était un très mauvais bricoleur, qu'il était absolument pas manuel, et qu'elle le voit très mal construire ce mur seul. Il faut quand même imaginer la scène. Donc il va tuer Sibora, et ensuite il va construire une boîte qui lui servira de sarcophage. Combien de temps ça a pu lui prendre ? Le corps de Sibora était disposé dans l'appartement, et lui il était à côté en train de bricoler ce qui sera le tombeau de Sibora durant des années. Comment la police a pu passer à côté du dossier de Marco ? Il a fallu qu'il tue une autre femme, car oui, sans le décès de Paula, Sibora n'aurait jamais été retrouvée, et sa famille aurait vécu encore des années sans avoir de réponse quant au sort de leur jeune Sibora, disparu seulement à l'âge de 22 ans. Le fait que l'enquête ne soit pas allée plus loin lors de sa disparition est complètement incompréhensible. Plus aucun coup de téléphone de la part de Sibora, aucun mouvement sur les comptes bancaires, et en plus, elle disparaît sans prendre d'affaires. Quand la police est venue perquisitionner l'appartement de Marco Gaio Romeo, la peinture sur les murs, elle devait être fraîche, ou en tout cas vraiment récente. Ce sont des détails qui peuvent amener à se poser des questions sur la crédibilité de cette soi-disant enquête. Les voisins, ils ont été entendus ou pas ? Parce que comment ils ont fait pour ne rien voir ? Il a bien fallu que Marco il monte les matériaux nécessaires à la construction de ce mur, en sachant que l'appartement il était quand même au 2e étage. Faut savoir aussi qu'il était seulement locataire, donc il y a un propriétaire ou il y a une agence qui s'occupe de cet appartement-là. Il y a un nouveau mur, donc la configuration de la pièce elle a changé, personne n'a rien vu. Et puis le cas de Marco, c'est quand même le cas d'un homme violent avec ses compagnes, donc a été dénoncé au vieux gun, et si l'enquête avait continué ou si elle avait été faite correctement, ils s'en seraient forcément aperçus, donc ça peut quand même emmener à avoir des doutes. En plus, en sachant que la mère de Sibora, elle avait rapporté ces informations-là, ces violences que Sibora subissait auprès de Marco. Il faut pas oublier un truc, c'est que Marco, c'est clairement un vrai manipulateur. Même la mère de Sibora, elle est tombée dans le panneau. Elle dit qu'au départ, en fait, elle avait du mal à croire sa propre fille concernant la violence qu'elle subissait de la part de Marco, car il montrait un personnage assez aimable, très aimant. C'est quand elle a constaté les nombreuses prises de tête entre eux qu'elle a commencé à plus ou moins cerner son personnage. Elisabetta, elle est aujourd'hui furieuse contre les agents qui ont été en charge de l'affaire, et la seule chose qu'elle désire maintenant, c'est ramener sa fille en Italie auprès des siens.
Marco n'a pas été encore jugé, je prendrai d'ailleurs le temps de vous informer des résultats de ce jugement sur mes réseaux. La famille de Sibora et les enquêteurs se demandent d'ailleurs s'il n'a pas commis d'autres crimes du même type. Actuellement, la police enquête en Espagne, mais également dans son pays d'origine, l'Italie. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même qu'il choisit des femmes avec un physique similaire, beaucoup plus jeunes que lui, qu'il les tue pour les mêmes raisons et de la même façon. Marco est de toute évidence un malade, certainement un pervers narcissique, même si j'ai du mal à utiliser ce terme qui est beaucoup trop utilisé pour tout et n'importe quoi, mais là en termes de perversité et de narcissisme, je pense qu'on peut pas faire pire. Donc pareil, si j'en apprends davantage sur l'enquête, je vous en ferai immédiatement part sur mes réseaux. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans les faits, j'ai tout donné pour regrouper les infos et vérifier qu'elles étaient bien véridiques. Cette histoire est maintenant terminée. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu et activez la cloche de notification. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et n'oubliez pas, l'amour, ça doit rendre plus fort, pas plus faible.